Bonjour, c'est Olivier Châtelain. Bienvenue à une nouvelle édition de mes interviews avec des experts en sciences humaines. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Georges Dias Ferreira, psychologue, au bénéfice de 20 ans d'expérience au sein de l'institution scolaire à Genève. Il combine également ses activités professionnelles comme représentant d'une ONG à l'ONU, où il est particulièrement impliqué dans le droit à l'éducation, le développement et les activités de solidarité internationale. Nous allons apprendre de nombreuses choses intéressantes aujourd'hui et j'ai vraiment hâte. Alors, bienvenue Monsieur Georges Dias Ferreira. Bonjour, bien, merci. Alors, une maman nous explique qu'à chaque fois que son enfant de 3 ans n'obtient pas ce qu'il veut, il fait une caprice, se jette par terre, braille, donne des coups de pied et crie sans cesse. Même en le punissant, il s'en fiche. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle puisse aider son enfant à surmonter ce comportement et prévenir ou maîtriser les crises de colère de son petit? La fessée est-elle vraiment utile? Alors, je vais répondre en vous donnant quelques pistes de réflexion et donc des choses qui sont nécessairement d'ordre général, parce que je ne connais pas ni la maman ni l'enfant et je ne pourrais pas donner des choses plus indicatives et plus précises. Ce qui me paraît important, c'est tout ce qui concerne le fait de ne pas céder aux caprices de l'enfant. Voyez, ça me paraît très important qu'il y aille, et c'est ça qui est un enjeu important dans l'éducation, une éducation qui doit commencer au berceau déjà. Là, nous sommes déjà très en retard, et qui doit être centrée sur le fait d'être à la fois ferme avec beaucoup de douceur. Voyez, la fermeté, certaine gestion de l'autorité éducative, comme je le dis dans l'article que vous mettez en annexe, une fermeté dans laquelle il y a des limites, dans laquelle il y a des repères, dans laquelle il y a un rapport, une relation avec l'enfant qui est imprégné d'amour, d'affection, d'investissement affectif. Et les enfants sont très sensibles à cela. Et ça, c'est capital. L'enfant a besoin d'expérimenter qu'il est aimé dans l'amour inconditionnel de la part de ses parents pour qu'il puisse s'épanouir et grandir. Et dans cet amour inconditionnel, il y a des noms qui doivent lui être signifiés. L'éducation est en vue de permettre à l'enfant de s'adapter, d'être en harmonie le plus possible et le mieux possible avec l'environnement, le milieu dans lequel il est appelé à grandir. Et dans la réalité, dans cette réalité à laquelle il est appelé à s'adapter, il y a des fois des contraintes, il y a des petites frustrations qu'il faut apprendre à dépasser. Et ce travail commence dans la relation qu'il établit avec les personnes qui l'investissent affectivement, qui l'aiment, qui lui disent oui, mais qui dès le berceau apprennent à ne pas céder à leurs caprices. Sinon, vous imaginez un enfant qui est habitué à faire tout ce qu'il veut et qui a compris le jeu, qu'il suffit qu'il fasse un caprice, qu'il tape les pieds par terre, qu'il crie, qu'il hurle pour que la mère cède à ses désirs. Eh bien, que va-t-il se passer lorsque cet enfant va franchir le pas de l'école? Il va arriver dans une classe où il y a une vingtaine d'autres enfants et une enseignante qui va lui signifier des moyens de faire, des règles, etc. On va avoir beaucoup de peine. Il va avoir beaucoup de peine, il va être très malheureux et très en difficulté par rapport à l'adaptation au réel, aux sollicitations des enseignants, de l'école et de la vie sociale en général. Et surtout, ne va pas permettre de s'épanouir. Parce qu'il s'épanouit, et ça c'est un deuxième mais important but aussi de l'éducation, dans la mesure où il est capable d'accueillir ce que les autres, ce que les adultes qui sont investis lui disent, où il est capable de recevoir l'affection et l'amour de ses parents, mais surtout dans la mesure où lui-même il s'investit, il donne aussi de l'affection. Il faut créer des conditions dans lesquelles cela puisse être possible. Par rapport à la question de la fessée à laquelle vous faites référence, je suis de l'avis qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège de la violence physique, agressive, mais de parler à l'enfant. C'est le ton de voix, c'est le fait de poser la main sur lui, de le regarder, de lui parler d'un ton ferme, de le signifier que par rapport à ce comportement qu'il a manifesté, nous ne sommes pas d'accord, d'une façon ferme, avec douceur, comme j'insistais tout à l'heure. Et l'enfant saisit qu'il y a un amour derrière, trouve des repères, se sent sécurisé et va vers la vie avec capacité de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas et d'être en adéquation aux sollicitations qu'on lui fait. Sinon, céder à ses caprices, laisser faire ce qu'il veut, transformer l'enfant dans le roi qui dicte la loi à la maison,
va le mettre en condition d'être profondément malheureux et triste parce que le monde va lui résister, les institutions vont lui résister, il ne sera pas en adéquation et capable de s'adapter de la meilleure façon possible. Donc ça crée des enfants tyrans, justement, effectivement. Ça crée des enfants malheureux qui vont croire qu'ils font la loi partout où ils vont, et là, ça ne correspond pas à la réalité. Mais il faut surtout essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces manifestations, vous voyez, et que l'enfant, et ça c'est valable toujours, que l'enfant puisse nommer les émotions qu'il a, qu'il puisse apprendre par la parole, par ce qu'il dit aux parents, qui sont les premiers concernés par cette éducation, qu'il puisse les nommer, qu'il puisse donner un nom, qu'il puisse dire « je suis fâché, je suis triste, je suis content ». Vous voyez nous avons aujourd'hui beaucoup d'adultes qui ne sont pas capables de nommer ce qu'ils vivent, parce qu'ils n'ont pas appris à nommer les émotions. Et donc ils réagissent par les gestes, par les actes, qui des fois peuvent être des actes violents, qui les mettent très mal à l'aise à eux et à ceux qui les entourent. Donc je crois que ce qui me paraît fondamental, en résumant, un amour inconditionnel de la part des parents. Je t'aime, point. Non pas je t'aime parce que tu es bon élève, non pas je t'aime parce que tu te comportes bien, non pas je t'aime parce que tu réalises ce que j'ai décidé que tu sois, mais je t'aime et je te permets de devenir toi-même, en ayant un regard dans lequel il y a cet investissement affectif et il y a aussi la capacité, au bon moment, de confronter l'enfant à des petites, bonnes frustrations qu'il peut, dès le berceau, apprendre à dépasser. Parce que c'est un non que lui a signifié, qui montre qu'il y a des limites, qu'il y a des repères, qu'il sécurise et qu'il cherche désespérément. Voilà. Une autre maman qui élève son fils seule explique qu'elle a un souci avec son fils de 7 ans qui vient de rentrer au CP. Son problème, c'est que depuis la rentrée scolaire, en fait, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un mot dans le cahier ou qu'elle soit convoquée, car il est insolent, il ment et il est très brusque avec ses camarades. Il ne peut pas rester calme toute une journée en classe et il défie l'autorité. Il n'est pas catalogué d'hyperactif et il est suivi dans un CMP. À la maison, c'est tout le contraire, il est plutôt calme et sa scolarité commence à se dégrader et tout le monde s'accorde à dire qu'il est très intelligent. Alors je voudrais que vous m'aidiez à trouver des réponses, souligne la mère, et elle dit « On me dit qu'il faut que je sois plus ferme, mais c'est dur car je l'élève seul. » Alors, quel conseil donneriez-vous pour qu'elle puisse faire évoluer la situation et l'aider à surmonter cet obstacle? Ce qui me semble, et à nouveau, sont des pistes. Hein. Je n'ai pas la prétention de donner la bonne réponse à cette maman, parce que je ne la connais pas et je ne connais pas l'enfant. Mais une des pistes, comme ça, qui me vient à l'esprit, c'est que, vous voyez, cet enfant qui a ces comportements qui débordent largement à l'école et qui est très sage à la maison, où il n'y a aucun problème, une des possibilités pour comprendre un peu ce qu'il peut y avoir derrière, c'est qu'il se met dans une attitude de vouloir protéger sa maman. Vouloir protéger sa maman et être un peu, prendre des attitudes qui sont un peu adultoformes, vous voyez, de sentir lui-même dans sa sensibilité que sa maman a besoin de lui, qu'a besoin d'être entouré, qu'a besoin de recevoir de l'affection, qu'a besoin en somme d'être protégé. Alors il n'ose pas la contrarier, il n'ose pas, il vit les choses fortes dans son monde intérieur, mais il est sage avec la maman à la maison. Par contre, à l'école, il faut que ça explose. Parce qu'il y a des choses qui lui font mal, il y a des violences qu'il sent qu'il vit dans son intérieur, il faut que ça sorte. Et ça sort à l'école. Et ce qui me paraît important, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement de cet enfant, d'être sensible à cela, de voir qu'il ne soit pas en train d'évoluer dans ce double registre par désir et souci de protéger la seule personne qu'il investit et qu'il sent peut-être, lui, qu'il sent très faible, et donc c'est sa maman. Et donc il se met à la protéger, à être sage avec elle, à ne pas la nuire, à ne pas la déranger, pour la garder et pour
et pour pouvoir évoluer dans ce cadre-là d'une manière qui soit vivable, si vous me permettez l'expression, aussi pour la maman. Par contre, quand il est à l'école, alors il explose, et il faut que ça sorte. Ça m'amènerait à poser des questions sur cette... Il faudrait probablement travailler sur cela et voir si l'enfant aurait besoin ou pas, si ses angoisses, ses agressions sont importantes, d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui le suit, voire qu'il fasse un travail aussi avec la maman par rapport à ça. Et sur ces mots, Monsieur Georges Dias Ferreira, nous arrivons à la fin. C'était des informations, des pistes intéressantes. J'ai beaucoup aimé cette interview. Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir été présent et d'avoir pu partager avec nous ces informations. Merci beaucoup à vous. Merci. Et félicitations pour votre travail. Bravo. Merci.